une question de recherche. Si à un moment donné nous sommes en mesure de formuler, c'est uniquement parce que nous avons constaté un problème. On ne peut pas poser des questions sans problème. Lorsqu'il y a un problème, on peut se poser des questions. Ça, c'est capital. Et on peut dire même que la science, que la recherche ne peut commencer qu'après avoir constaté qu'il y a un problème, mais où? Un problème... non, c'est un problème scientifique. Il faut bien sûr donc constater le problème et le formuler scientifiquement à partir du cadre théorique que vous avez choisi. Le problème peut être défini comme un écart constaté entre une situation de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée désirable. Et un processus de recherche est entrepris pour combler cet écart. Regardez cette fameuse, c'est comme une équation là. Le problème peut être défini comme un écart. Il existe un écart entre quoi? Je suis dans une situation de départ actuelle qui n'est pas satisfaisante et j'envisage une situation d'arrivée désirable. C'est ça, ça m'ennuie la situation à laquelle je me trouve, même scientifiquement, et donc je dois constater cet écart, je dois le formuler pour, en quelque sorte, entamer une recherche dans un processus donné pour effectivement combler cet écart. C'est ça la définition conceptuelle d'un problème, en général. Et l'expérimentation, qu'est-ce qu'elle a? La méthode expérimentale consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse. Donc la recherche commence par un problème qu'on a constaté et un problème qu'on a constaté au niveau d'un sujet qu'on veut traiter et que ce sujet, ça suppose qu'il présente de l'intérêt, que les informations antérieures existent et que que le traitement du sujet, de ce type de sujet, admet une bibliographie assez riche. Troisièmement, que l'accès à l'information est possible. Et troisièmement, qu'il a déjà, on a des instruments techniques nécessaires pour le traiter et les outils, etc. Que ce soit en sciences sociales comme sciences expérimentales et en sciences empiriques. Sauf les mathématiques, ils ont un autre grade de type de recherche parce qu'ils n'ont pas de contraintes comme les contraintes du réel. Alors, donc, des expériences répétées, bien sûr, la validité d'une hypothèse. Pour valider une hypothèse, il faut qu'il y ait une reproductibilité des résultats. Et il y a une fiabilité. Sinon, les hypothèses ne peuvent pas être vérifiées comme ça. Et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner. Au sens strict, l'expérimentation se distingue de l'expérience empirique en ce qu'elle exige un protocole scientifique. Toute recherche scientifique nécessite un protocole scientifique, un protocole empirique. En recherche expérimentale, le chercheur est en mesure de vérifier les facteurs qui influencent ou peuvent influencer l'objet d'étude. Bien sûr, quand on regarde en recherche expérimentale, qu'est-ce qu'on veut prouver? C'est-à-dire face à un réel qui a ses lois et ses fonctions, etc. Mais le chercheur, il essaie de faire des découpages sur le réel en contrôlant quoi? En contrôlant les grandeurs physiques, en contrôlant les variables. Et donc, il maîtrise l'expérience, il maîtrise l'expérimentation, parce qu'il peut contrôler les variables, découper et contrôler les variables qui influencent sur le phénomène. Pour formuler le problème, nous avons dit que le sujet
sujet de recherche est un sujet de résoudre des problèmes scientifiques, moyennant la méthode de l'hypothèse, c'est l'identification des éléments du problème. Donc chaque problème a des éléments, a des dimensions. Donc on ne va pas traiter pour un problème, traiter toutes les dimensions qui existent. Ça dépend de votre regard et ça dépend comment vous zoomez sur le problème pour voir les particularités de ce problème. Connaître ces différents éléments et dimensions. Donc c'est très important de connaître les éléments du problème et ses dimensions qui, bien sûr, énonciation de la question générale, comme tout débutant, on ne doit pas, comme les chercheurs confirmés ou chevronnés, etc. Donc l'énonciation de la question générale est un choix important et en fonction du thème particulier de recherche. Puis on fait un choix du problème spécifique, d'une question générale, d'un problème général et d'une question générale. Le problème général, c'est-à-dire énoncer le problème en général avec ses dimensions, et puis après aller vers une question générale. De la question générale, vous pouvez aussi, dans le problème général, quand même sélectionner un problème spécifique, c'est-à-dire ne regardant qu'un seul élément ou qu'une seule dimension, et puis énoncer la question spécifique de recherche, c'est-à-dire une question qui se rapporte à votre problème spécifique. Il importe donc de constituer, et bien là c'est très important, après avoir énoncé la question spécifique de recherche, il faut aller vers la lecture pour construire une bibliographie plus exhaustive, et ce pour déterminer l'ampleur du matériel disponible, c'est-à-dire le matériel en matière de traitement, en matière de traitement de ce type de problème. Dans la bibliographie, comment ce type de problème, ce n'est pas un problème spécifique parce que c'est votre problème, mais par le sujet, comment il a été traité. Parce que vous allez constater à partir de ce que a fait les chercheurs, de ce qu'ont fait les chercheurs par rapport à ce type de problème, vous allez quand même constater le problème. Donc le problème est à constater à partir des écrits des scientifiques. C'est là où vous allez énoncer votre problème. C'est-à-dire que la recherche actuelle, ce n'est pas une recherche, c'est-à-dire trouver quelque chose individuel, mais vous êtes dans la communication avec les chercheurs dans le monde. Une recherche, c'est comme ça. Une recherche, c'est scientifique. Ou bien on est scientifique, ou bien on ne l'est pas. Donc, dans le constat, c'est constater, c'est-à-dire arriver à un problème, à constater un problème. Dans quoi? Dans le texte de savoir. Comment vous allez savoir qu'il y a un problème dans le texte de savoir? Si vous ne faites pas une recherche, si vous ne faites pas une lecture de beaucoup de pages de recherche, c'est-à-dire si vous ne communiquez pas avec les chercheurs, ceux qui s'intéressent au sujet que vous voulez traiter. Donc il faut constater dans le texte de savoir qu'il y a problème. Donc l'énonciation de la question spécifique, il importe donc de constituer une bibliographie plus exhaustive, et ce pour déterminer l'ampleur du matériel disponible, et fournir ensuite une première approximation de la nature du matériel avec lequel on devra travailler. À partir de là, vous pouvez quand même avoir une idée sur ce que avec la nature du matériel avec lequel vous allez travailler, que ce soit le matériel intellectuel que le matériel technique, les outils, etc. Consulter, et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter des ouvrages généraux. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à aller chercher des questionnaires ou chercher où ils sont attirés par une expérience, etc. Mais non,
moment, il faut quand même construire cet espace. C'est-à-dire, c'est à partir de l'hypothèse qu'il commence à chercher les stratégies de traiter le problème. Nous avons dit qu'il y a conceptualisation, il y a problème, concevoir le problème, l'écrire dans les dimensions scientifiques, et puis se poser une question avec un objectif spécifique, etc. Avec un objectif spécifique. Donc là, c'est très intéressant. Et à partir de l'hypothèse qu'on peut aller, avant de faire quoi que ce soit, c'est consulter des ouvrages pour repérer les dimensions, éléments et angles d'étude et déterminer les types de relations qui existent entre les éléments du problème général à traiter. Ça, c'est important. C'est-à-dire, on veut traiter le problème, tel problème. Le problème a beaucoup de dimensions. Mais on va aller chercher dans la bibliographie comment le problème a été traité dans toutes ses dimensions. Et on va dans cette étude bibliographique qui va nous lier avec les autres chercheurs qui ont produit des recherches et accepté et communiqué. Donc on va comprendre les enjeux de cette recherche et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et à partir de là, vous allez constater un problème qui vous se rapporte à une dimension donnée. Et vous allez justifier votre propos. Sinon, ce n'est pas un problème de recherche. Après, ça vient la formulation du problème de recherche qui comprend deux moments fondamentaux à ce problème. Concernant les éléments du problème, premièrement, et en énonçant la question générale de recherche. Le choix du problème spécifique de recherche et l'énonciation de la question spécifique qui donne son sens au futur travail de recherche. Ça, c'est aussi très important dans ce moment pour la formulation du problème est nécessaire. C'est-à-dire, on va quand même cerner les éléments du problème, tous les éléments du problème, et à partir de là, on va énoncer la question de recherche générale, mais la deuxième voie, c'est le choix du problème spécifique, c'est-à-dire le problème spécifique qui touche un élément à traiter. Et pourquoi cet élément à traiter, on va voir pourquoi. On va se pencher sur un problème, parce que la recherche nécessite beaucoup de travail en profondeur. Et donc, c'est un travail, si vous voulez, un travail sur un cas particulier, il faut zoomer pour voir les détails, etc. Donc, et on n'est pas censé de travailler sur beaucoup de dimensions. C'est là la question de recherche. Et bien sûr, il faut énoncer, après avoir choisi un problème spécifique, énoncer la question spécifique qui donne son sens au futur travail du chercheur. Donc nous avons déjà à notre disposition, nous avons un problème déjà construit, etc. Avec un problème scientifique spécifique constaté à partir des études croisées sur une bibliographie riche. Si le problème est formulé, sous quel angle disciplinaire je vais l'aborder? Maintenant, mais quel angle? C'est-à-dire, selon quelle théorie? Moi, je suis dans quelle discipline? J'ai mon master dans quelle discipline? Et je veux aborder un doctorat. Donc, un doctorat, soit que le chercheur, soit que l'encadrant propose le sujet, soit que le chercheur propose son projet de recherche. Et à mon avis, un projet de recherche, s'il est bien fait, il est de moitié, la recherche est de moitié faite. Il est de moitié faite. Parce que le projet de recherche est très important.
Donc si le problème est formulé, sous quel angle disciplinaire vais-je l'aborder? Ça, c'est une question nécessaire. En connaissance de cause, choisir son angle d'attaque, c'est une restriction. Regardez bien, c'est très intéressant, c'est une restriction explicite du regard. C'est-à-dire, c'est un angle d'attaque pour attaquer, pour traiter le problème. On a toujours besoin d'une théorie pour traiter le problème. Et c'est pourquoi on doit choisir un angle d'attaque prioritaire et sélectionner cet angle prioritaire pour attaquer et pour traiter notre problème. Il précisera l'objectif spécifique et influencera la méthodologie. C'est très important. Objectif spécifique dans le cadre du champ choisi. C'est-à-dire, c'est un zoom sur un aspect particulier du champ. Donc, on a dimensionné le problème en plusieurs dimensions et on a choisi qu'une seule dimension, c'est-à-dire qu'un seul élément, et on a zoomé sur l'élément. C'est-à-dire sur l'élément, sur ce caractère particulier, comment il a été traité d'après la bibliographie exhaustive. Comment il a été traité? Donc c'est un constat à partir d'une communication, parce que lorsqu'on lit un article, c'est une communication. Donc d'une communication générale détaillée de par le monde. C'est ça le chercheur. Les chercheurs, ils cherchent dans le travail scientifique des autres. Parce qu'il appartient à la communauté scientifique. Il veut entrer dans la communauté scientifique. Donc il doit communiquer. Pour sélectionner un problème, il doit communiquer avec les autres, c'est-à-dire les lire, avant qu'il communique, lorsqu'il fait lui aussi un article, il va communiquer. Donc c'est un zoom sur un aspect particulier du champ, un engagement et une conscience des enjeux. C'est une responsabilité. Le chercheur est responsable. Il est autonome, parce que c'est lui qui s'engage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et il est libre. Il est autonome, libre et il est responsable. C'est la liberté académique. C'est pourquoi on dit que le chercheur est rebelle de nature. Parce qu'il peut mettre tout en question. Donc on doit... Une étape de préciser l'objectif spécifique par une approche exploratoire. Identifier les perceptions des collègues, des autres, problèmes, intérêts, utilités. Identifier les dimensions, découvrir des pistes pour la formulation d'hypothèses. Ça se rapporte dans les sciences sociales, on doit quand même voir les perceptions des collègues. Donc on doit regarder leur avis, ces perceptions. Le problème, l'intérêt, l'utilité, identifier les dimensions du problème, découvrir des pistes pour la formulation des hypothèses, identifier les facteurs en amont et à l'aval, puisque tout problème dépend des facteurs. Quels sont ces facteurs qui sont la cause de ce problème? Et l'hypothèse, il a un lien étroit avec le problème. Donc l'hypothèse, c'est une solution en quelque sorte provisoire. C'est-à-dire, en attendant qu'on vérifie mais il est vraisemblable. Et il se renseigne sur les lectures conseillées. Parce que, puisque lorsque vous lisez un article et que cet article est cité 1000 fois, je vous dis, et il entre dans votre intérêt, c'est-à-dire c'est un sujet qui a traité le sujet, cet article, et donc c'est très important de le lire. Ce sont des lectures conseillées. Consulter et discuter avec son encadrant, c'est très important aussi pour un doctorant.